Bonsoir à tous. Ce soir, dans votre émission Bienvenue dans la bande, nous revenons sur ce référendum, le référendum 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui a suscité l'intérêt, bien sûr, de nombreuses personnes, de nombreux pays. Et aujourd'hui, nous vous proposons le regard d'Alban Benza, anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture du peuple kanak. Il répondra également ce soir à cette question: quelle place doit-on accorder au métissage en Nouvelle-Calédonie? Tout de suite, Alban Benza avec nous, restez avec nous. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Calédonia dans votre émission Bienvenue dans la bande. Ce soir, nous avons fait le choix de nous arrêter sur un regard, celui d'Alban Benza, anthropologue et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et de la culture kanak. Alban Benza nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau ce soir. Alban, bonsoir et bienvenue dans la bande. Merci de votre invitation. Et bien sûr, je suis également heureuse de retrouver ma chère et tendre Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie. Je t'ai pas trop manqué? Si, beaucoup. Donc Stéphanie, tu nous proposeras bien sûr ta chronique CNET qu'on adore avec tes vidéos loufoques ce soir. Qu'est-ce qu'on a au menu? Alors ce soir, vous allez découvrir en fait des personnes qui ne sont pas anthropologues comme notre invité, mais qui elles vont aussi à la rencontre donc d'autres communautés aux quatre coins du monde. Et vous verrez, il s'agit d'aventures vraiment épiques. Alors Alban, les Kanaks veulent mettre fin au sentiment d'humiliation. C'est ce qu'on pouvait lire dans le quotidien Le Monde, hein, publié le 2 novembre. C'est une phrase que vous dites. On le sait, vous portez la cause indépendantiste. Quand vous dites le processus d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est inéluctable, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que j'ai écrit cet article qui est paru dans Le Monde en septembre, donc avant les résultats du référendum. Je pense qu'un processus a été mis en place depuis Nainville-les-Roches, si on veut remonter aussi loin, et principalement par l'accord de Nouméa. Et au fil de ce processus, les indépendantistes et leurs alliés ont réussi à imposer un nouveau projet économique pour la Nouvelle-Calédonie, à imposer de nouveaux types de relations sociales. Et je ne vois pas comment, au terme de ce processus, une nouvelle nation ne pourrait pas naître. Voilà. Alors Alban, vous êtes anthropologue. Oui. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages dans les sanglots de l'aigle pêcheur, relatant la révolte kanak de 1917 dans la région Pachi-Tchemouy. Donc justement, Alban, est-ce que le référendum, c'est la principale raison donc, de votre présence en Nouvelle-Calédonie? Peut-être un nouvel ouvrage sur ce scrutin? Non, c'est une des raisons de ma présence en Nouvelle-Calédonie, mais principalement, je suis venu aussi pour préparer la publication notamment d'une partie des documents de mon ami et collègue Jean-Claude Rivière qui est décédé en janvier de cette année, ce qui est une grande perte pour les recherches sur la Nouvelle-Calédonie et le monde kanak. Et donc le CNRS m'a demandé de rassembler un certain nombre de traditions que Jean-Claude Rivière a ramassées pour les publier petit à petit dans des ouvrages, mais avec l'appui des tribus et des héritiers des paroles qui ont été prononcées devant Jean-Claude Rivière dans les années 1965 donc à ses débuts. Ouvrage en préparation. Donc un nouvel ouvrage en préparation, en collaboration avec différentes personnes dans les tribus concernées. Alors, analyse et décryptage par Alban Benza. Tout de suite, dans notre émission, on passe à la chronique C'est comment? Je tiens aussi à vous préciser, chers téléspectateurs, que nous sommes en direct sur votre antenne et sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez réagir à notre émission et participer à notre émission via notre Facebook, sur notre Facebook Calédonia. Alors, Alban, le 4 novembre dernier, plus de 174 000 Calédoniens étaient appelés à se prononcer sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors, le non obtient 56,67% et le oui recueille, lui, 43,33%. Ce résultat est plus serré que ce que prédisaient les 3 sondages publiés ces derniers mois. Alors, le sondage effectué en août 2008 par l'Institut ISCOP
qu'avait demandé Calédonia, affichait les résultats suivants, 31% pour le oui contre 69% de non. Alors comment expliquez-vous cet écart entre les chiffres du sondage et ces résultats des urnes? J'ai toujours pensé, et je l'ai dit dans différentes émissions en France en 2017 et 2018, qu'il était très difficile. Je ne voyais pas très bien comment on pouvait faire des sondages au milieu dans une population aussi diversifiée, où les références aux classes sociales fonctionnent moins bien, où les personnes ont des parcours très différents, et aussi où, comment dire, la politesse est de règle. Et le plus souvent, pas toujours, bien entendu, mais et donc une certaine méfiance, je pense, par rapport aux questions posées, une position de retrait. Et puis je crois que ce qui a nuit à ces sondages, non pas à ces sondages en tant que tels, c'est la publicité que certains ont voulu leur faire, en considérant que donc l'affaire était totalement pliée et qu'on était de prendre ces sondages pour une réalité. Pour finalement. Une réalité. Et ça, même en France, les politiques en général sont un peu plus prudents concernant les sondages. Oui, un sondage, ça reste une photographie à un moment T, donné, dans une population. Et compte tenu de l'enjeu, peut-être, il y a eu un peu un emballement médiatique autour de ces sondages. Et je pense que les résultats ont montré qu'il ne fallait pas y céder. Et quel enseignement, justement, faut-il en tirer de ces sondages et de ces résultats qu'on a sûrement mis en avant les résultats définitifs? Des sondages pour les prochains, c'est peut-être pas la peine d'en faire, ou du moins on peut en faire, mais en restant très, très prudent dans l'interprétation qu'on peut en donner. Et pour les résultats, ils vont complètement dans le sens de ce processus qui s'est mis en place il y a une quarantaine d'années. Et donc, ils ne font que confirmer, étape après étape, combien l'idée d'une nation calédonienne, autonome puis indépendante, progresse malgré tout, malgré le verrou que peuvent opposer certains milieux financiers de Nouméa. Alors justement, Alban, vous êtes au pays depuis le courant du mois d'octobre. On l'a dit en début d'émission, vous portez la cause indépendantiste. Et d'ailleurs, vous avez participé à quelques réunions donc, de proximité avec des représentants indépendantistes. Vous avez rencontré donc, des partisans donc, du non, des Calédoniens en fait, de tout horizon. Alors, qu'est-ce qui a été abordé donc, durant ces rencontres? Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez apporté comme élément? Alors d'abord, je voulais participer à certaines de ces rencontres parce que je trouve que c'est une démarche parfaitement originale d'aller voir les personnes avec lesquelles, a priori, on n'est pas d'accord pour leur expliquer la position et leur demander qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce qu'on raconte, ce qui me semble quelque chose d'assez rare et mérite d'être souligné. Deuxièmement, je veux dire, avant de répondre directement, que l'accueil par ces personnes qui pensaient ou qui pensent ou qui ont voté non a été excellent, disons pas nécessairement chaleureux mais émouvant et très intense autour des vrais problèmes concrets auxels les Calédoniens sont affrontés. Et qu'est-ce que vous avez justement abordé dans ces rencontres? Alors, quels ont été les sujets, les secteurs Voilà, c'est les questions, disons, la sécurité, enfin, ce que nous on appelle la sécurité sociale, la CAFAT, les retraites, l'accès à l'emploi, le respect du privilège à l'emploi local, la question de la délinquance, des rapports entre les autorités municipales, provinciales, la police et les autorités coutumières pour essayer de réduire ce qu'il faut bien appeler un fléau. Aussi ont été abordées les questions foncières, savoir si le cadre foncier allait bouger ou s'il n'allait pas bouger. Et il s'agissait, pour les autorités indépendantistes ou les représentants qui étaient là, souvent avec des dossiers extrêmement techniques, extrêmement précis. La question du prix du médicament, qui est un véritable scandale en Nouvelle-Calédonie. Donc finalement, des sujets terre à terre, des questions que tout le monde partage, du quotidien. Et là, on voyait naître petit à petit dans ces discussions un consensus
consensus, ou renaître un consensus bien ancien, disons des gens de la province Nord contre certaines attitudes à Nouméa, contre la loi de défiscalisation, contre l'absence de concurrence, contre les indexations de salaire et contre les inégalités économiques qui ne frappent pas seulement telle ou telle composante de la future nation, et pas seulement les Kanaks en particulier, mais qui frappe absolument tout le monde et qui exaspère absolument l'ensemble de la population. Donc du coup, à la fin, on se sentait beaucoup plus proche. Et puis, ce qui m'a paru aussi positif, c'est que ça va continuer et que j'ai eu le sentiment que la porte était ouverte pour approfondir ces sujets et arriver à ce que tous nos interlocuteurs, quel que soit leur positionnement dans le référendum, considèrent comme inéluctable, à savoir l'indépendance à terme. Et vous avez également rencontré des jeunes, des gens des tribus. Alors comment est-ce qu'eux, ils ont vécu cette journée du 4 novembre, humainement parlant? Alors il y a deux moments. Il y a la préparation du 4 novembre, avec une certaine exaltation. On pensait toujours qu'on était dimanche. Après 30 ans d'attente. Après 30 ans d'attente, il y avait... On commençait à compter les heures, effectivement. Voilà, on comptait les heures. Il y avait une certaine joie. Une joie à participer, à décorer les balustrades et les arbres avec des drapeaux. Une joie aussi à être interrogé directement et simplement sur une question qui dépasse les différents partis politiques. Je crois que ça, les jeunes le ressentaient très fort. Il ne s'agissait plus de se positionner pour ou contre tel parti, mais de se positionner par rapport à un avenir. Et pour les jeunes calédoniens dans leur ensemble, les jeunes Kanaks que j'ai plus rencontrés dans ces jours, il est certain que la question de la formation est centrale. L'appel à des meilleures formations, à une continuité dans leur formation et à une ouverture de ces formations sur de véritables emplois. Alors, dans les communes de la province Nord, le taux de participation à ce scrutin a dépassé les 80%, une participation exceptionnelle, puisque aux dernières élections provinciales, cette participation sur l'ensemble du territoire a été de 58,19% en 2014. Justement, par rapport à ce taux de participation exceptionnel, quelles ont été les motivations de ces jeunes que vous avez rencontrés pendant vos trajets, vos balades en tribu? Voilà, c'était une participation simple, comme vous l'avez dit. Donc, et puis, l'idée que là, vraiment, sans violence, sans se casser la tête à faire des barrages, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir, on pouvait s'exprimer directement, simplement, en plus dans un scrutin qui a été très protégé, où il n'y a pas de contestation possible. Du coup, il y avait une sorte d'apaisement. Les gens sont allés voter, ils ne se sont pas battus, ils ne se sont pas insultés, il y avait des partisans du non, voilà. Mais chacun avait le sentiment de faire son devoir face à l'avenir. Et je pense que ce scrutin a fait monter en responsabilité l'ensemble de la jeunesse du pays, toutes composantes confondues. Est-ce que vous avez pu rencontrer des gens qui n'ont jamais voté de leur vie et qui, ce jour-là, se sont dit « je vais voter » ? Des personnes âgées qui avaient peut-être voté autrefois, mais qui étaient un peu loin de tout. Et là, j'ai été frappé de voir combien ces personnes avaient fait des pieds et des mains pour avoir des cars, pour qu'on les amène, pour être sûr d'être à l'heure, d'être sûr de pouvoir voter. Il y a eu un véritable effort, souvent familial, aller chercher mémé, aller chercher grand-père, être sûr que le jeune a bien ses papiers, etc. Et il y avait véritablement un enthousiasme civique, si vous voulez, qui s'est répandu dans la population. Est-ce que les sondages, justement, ont mis un coup de fouet à cette mobilisation, à certains partis à aller de l'avant, à aller chercher des voix sur le terrain directement auprès de la population? Je pense qu'à considérer que le sondage et les sondages étaient la réalité, ça a motivé les gens en disant on va leur montrer que c'est pas vrai. Ça c'est sûr, c'était contre-productif comme attitude. Et puis, les sondages n'étaient pas le reflet du vécu des personnes. Du moins, en province Nord, ce n'est pas du tout l'impression que les gens ont. Ils ont l'impression plutôt d'une ouverture d'un programme. Enfin, un hôpital, des cinémas, une magnifique caserne des pompiers, maintenant une prison avec un projet de réinsertion, plusieurs centres commerciaux. Enfin, on ne peut pas considérer, et j'en passe, je mets
m'excuse pour tous les autres projets que j'oublie, sans parler de l'usine du Nord, les gens ont quand même le sentiment qu'il s'est passé quelque chose et qu'on ne peut pas rester enfermé chez soi sans ne serait-ce que remercier celles et ceux qui se sont lancés dans le travail pour construire le pays. Bon, je vous propose à tous de faire une petite pause, Alban, et vous à la maison. On va partir avec Stéphanie dans sa petite, dans sa magnifique chronique scénette qu'on adore tous. Stéphanie, on y va? Oui. Jingle. Alors, je vous en parlais en début d'émission. Pour commencer, je vous propose de découvrir un extrait de l'émission J'irai dormir chez vous avec Antoine de Maximi. Donc, c'est une émission qui est diffusée sur le câble depuis 2004. Donc, le principe de celle-ci est simple. En fait, ce dernier part seul dans des endroits du monde où il doit s'inviter chez des habitants locaux pour manger puis dormir afin de mieux connaître leur mode de vie et les coutumes, en fait, du lieu. Mais vous verrez que parfois, les choses se compliquent. Direction le Vanuatu, plus précisément, donc l'île de Vao. Plus le chef, il m'a vu et il m'a dit que je pouvais aller filmer. Et après, il me dit que je dois payer cher parce que j'ai pas demandé à filmer. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il m'a dit que je pouvais filmer? À la photo. Oui, il a dit que il s'avait demandé de venir voir comment décortiquer les repas. Mais il m'a dit qu'il ne t'a pas demandé de filmer. Si, écoute, s'il demande un prix raisonnable, je vais rester. Sinon, je vais partir et je vais pas faire une bonne publicité. Là, c'est 250 francs. Il veut que je m'en aille? Oui. Et alors, je repars de Vao. Bon, ok, je pars de Vao. C'est pas raisonnable, ok. Vous connaissez cette émission, Alban? J'en ai entendu parler, je ne suis pas un fanat, mais voilà, ça me fait rire. Est-ce que justement, vous, quand vous êtes arrivé au pays, que vous avez été en tribu, comment est-ce que vous avez fait justement pour vous intégrer d'une certaine manière, pour que les gens en fait se confient à vous et pour aussi faciliter votre travail de collecte? Comment la démarche que vous avez adoptée? Oui, d'abord j'étais préparé, j'avais un projet, j'étais initié par des linguistes, André-Jean Chaudricourt et Jean-Claude Rivière à la langue païking. J'arrivais à écrire sous dictée et que je commençais à comprendre un petit peu. Donc j'avais un projet précis qu'il a fallu quand même que je mette en avant. Et au début, j'étais beaucoup plus jeune, c'était il y a très longtemps, et les gens riaient un petit peu, se demandaient qu'est-ce que je faisais là, surtout qu'à l'époque... il n'y avait pas beaucoup de routes, et un Européen qui arrivait comme ça, dans sa 4L, au bout d'une tribu, où il n'y avait aucune voiture dans la tribu à l'époque, ça intriguait. À l'époque, c'était en quelle année? J'ai commencé en 73, et disons de 73 à 83, c'était la nuit coloniale ici. Les transports, pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, etc., pas de route, ou des mauvaises pistes, etc. Et puis après, ce qui s'est joué, en fait, c'est ce que je raconte un peu dans Les Cleux Pêcheurs. Ce qui s'est joué, c'est la rencontre avec quelques personnes remarquables qui ont pris en charge mon projet. Ndoui Matayo-Weta, Emmanuel Luna, Antoine Goromindo, du côté de Jean-Claude Rivière, un thé bouillant, Agathe Pambouti, Novice Pomont, des personnes qu'on appelle... Beaucoup qui sont décédés aujourd'hui. Oui, qui sont plus là aujourd'hui, des gens qui avaient connu Maurice Lénard, parce qu'il y avait une certaine continuité avec Maurice Lénard, c'est-à-dire qu'ils appelaient ça le Wakamena, le grand travail, et qui considéraient qu'on était là pour recueillir quelque chose qui sinon allait se perdre et qu'ils avaient conservé pendant un siècle et qu'ils étaient heureux de nous restituer. Mais de nous le restituer à leur manière, c'est-à-dire dans leur langue, avec les énormes difficultés qu'on pouvait avoir à transcrire tout ça. Mais je veux dire que ça s'est fait par des relations d'amitié avec un ensemble de personnes remarquables et dont je travaille aujourd'hui avec les enfants, les petits-enfants, etc. D'accord.
Donc, on continue. On continue. Donc une petite dernière. Alors je vous propose de découvrir un extrait. Donc là c'est une émission Nue et culottée qui est diffusée sur le câble depuis 2012. Alors c'est une émission qui met en scène 2 voyageurs, Nance et Muntz. Donc ils sont équipés d'un baluchon et de 3 caméras. Donc ces derniers partent nus et sans argent pour rejoindre une destination à plusieurs centaines de kilomètres. Alors est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtements, ni même un sou, grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées? Regardez. Bonjour madame, est-ce que vous auriez un vieux vélo ou un bout de pain ou n'importe quoi à manger? Mais il est magnifique ce vélo! Avec Nuit et culotté, vous rentrez dans le monde de la science-fiction. Houston, on n'a aucun problème là. Et nous on a un petit cadeau quand même pour vous. Bon c'est symbolique hein, c'est le soleil. J'appelle ça des ancrages, je le garde précieusement. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Alors nous en échange on a un petit cadeau pour toi. Une cuillère pour pavé. C'est la relation humaine qu'on a envie de rétablir bien. De pas rester sur des relations artificielles avec les gens que tu croises aussi, de voir un peu ce qu'ils pensent et tout. Stéphanie, ils sont pas nus? Non, ils sont pas nus. Donc j'ai enlevé les scènes de nudité parce que je me suis dit que peut-être ça allait choquer certaines personnes. Mais là, ils étaient habillés. Non. Mais en effet, ils sont tout nus. Tu nous as promis du nu. Ils sont tout nus. Et là, s'ils sont habillés, c'est parce que c'est les gens en fait chez qui ils ont été qui leur ont donné des vêtements. Donc justement, ça nous amène à cette question sur la pleine souveraineté, Alban, où justement on se demande si qu'est-ce que ça signifie finalement pour vous en tant qu'anthropologue, cette accession à la pleine souveraineté? C'est repartir de zéro, c'est recommencer, qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est surtout pas repartir de zéro, c'est effacer progressivement l'histoire coloniale, les relations d'humiliation générées par la colonisation auprès des principaux intéressés, les peuples d'origine, le peuple kanak sans aucun doute, mais auprès aussi des autres personnes qui ont été amenées à venir en Nouvelle-Calédonie, que ce soit par le bagne ou que ce soit même librement. Et dans les discussions que nous avons eues justement de ces relations de proximité, etc., ou même dans des discussions que j'ai par ailleurs, l'idée que la Nouvelle-Calédonie a été une terre de souffrance pour énormément de gens est quelque chose de très fort. Donc il s'agit d'apurer tout ce passé progressivement pour arriver à une pleine responsabilité dans la décision de son destin. Et c'est pour ça que la souveraineté est la seule solution. Pour vous, c'est la seule solution? C'est la seule solution. Il faut que les gens puissent décider eux-mêmes de ce qui les concerne, faire eux-mêmes des choix. La question, c'est qu'ils fassent ces choix ensemble, c'est-à-dire autour d'un projet qui les rassemble, même si ils n'ont pas le même point de vue. Il peut y avoir des conservateurs, il peut y avoir des progressistes, il peut y avoir des gens qui sont, je sais pas, sous Comme dans un couple, finalement, on peut ne pas être d'accord sur des choses. Une sorte de compromis, mais sur une base fondamentale, c'est que nous sommes attachés à ce pays et nous appartenons à ce pays. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être dit là et qui ne doit pas être remis en cause. Le problème, c'est construire cette souveraineté ensemble, ça suppose de changer le système économique de façon à ce qu'il soit moins inégalitaire. Réduire les inégalités sociales. Ça c'est absolument fondamental, qu'il soit plus juste et qu'il libère les initiatives. Justement, en parlant de ces inégalités sociales, en province sud, le vote a majoritairement été en faveur du non à la pleine souveraineté. Je vous propose de réécouter l'analyse de Pierre-Christophe Pons, docteur en géopolitique. On écoute. Sur les 57 bureaux que compte la ville de Nouméa, il y en a 2 où le oui est sorti en tête à l'issue du scrutin. Tous les autres bureaux de vote ont exprimé un non majoritaire. On peut le voir sur cette carte. Ce non a été, on va dire, a eu un score différent en fonction des différents bureaux de vote. On voit par exemple qu'au sud de la ville de Nouméa, eh bien, on a un vote
très important en faveur du non à l'indépendance, tandis que sur le nord-ouest, Caméré, Tindu, Montravel, Ducos, on voit quand même des scores très importants en faveur de l'indépendance. Donc les résultats qui ont concrétisé les clivages politiques entre les uns et les autres, entre les différentes communes, et puis également les clivages politiques à l'intérieur des communes, avec des bureaux de vote qui n'apportent pas les mêmes indications sur les répartitions des tendances politiques et non indépendantistes. Alors, je le précise, c'est des résultats des bureaux de vote de Nouméa. Justement, Alban, comment interpréter ces résultats? Quartier Nord, quartier Sud? Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la carte des inégalités à Nouméa. Hein, c'est-à-dire que là où les gens ont le plus de difficultés et le plus d'espoir de vouloir s'en sortir, bah, ils ont plutôt voté oui. Là où les gens profitent des inégalités et sont en haut de l'échelle, c'est même pas, ils ont voté non, non pas contre l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté non pour eux-mêmes. C'est-à-dire pour être sûr qu'on ne vienne pas les embêter dans leurs petites affaires. Et donc la projection c'est l'analyse que vous en tirez au bout oui, de cette photographie. On ne pouvait pas imaginer qu'à Lansvata et à Mortepool, le oui allait l'emporter. C'est un vote anti-système. C'est un vote anti-inégalité et je pense que c'est un vote d'espoir pour une autre société. C'est ça ce à quoi tous les... C'est un appel, de la population des quartiers nord à être mieux intégrés et surtout à bénéficier des emplois qui correspondent aux formations qu'ils reçoivent, et puis à ne plus être marginalisés comme ils le sont encore parfois beaucoup trop. Alors Alban, on l'a dit en début d'émission, vous avez rencontré des jeunes en tribu, et peut-être d'ailleurs des jeunes durant les réunions de proximité. Alors est-ce que dans ces rencontres, vous avez pu échanger avec des personnes qui se considèrent comme métisses, c'est-à-dire qui ne se considèrent pas comme français ni comme kanak? Français métropolitain. Voilà, et puis, donc voilà, qui se considèrent comme calédoniens. Pour les personnes que j'ai rencontrées, quelle que soit leur couleur de peau, se considéraient, sauf des métropolitains récemment arrivés, etc., comme calédoniens. Et la question du métissage, comme m'a été rapporté, disons, ça c'est un problème génétique. Mais le problème génétique, c'est pas le problème social. C'est-à-dire, mais finalement, ça reste... Il n'y a pas de métis, si vous voulez. Il n'y a pas de catégorie de métis établie en Nouvelle-Calédonie. Le métissage, c'est un petit peu l'espérance plutôt d'un métissage social, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord ensemble sur un projet. Mais on voit bien qu'il y a quand même des questions qui se posent sur la place de ces personnes-là qui se sentent métisses et qui ne savent pas finalement où se placer. C'est vrai. Parmi les différents projets qu'on propose. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à se placer et qui en même temps peuvent retourner la difficulté en disant qu'elles peuvent se placer dans plusieurs endroits, puisqu'elles bénéficient de plusieurs jeux de relations. Et ce qui m'a frappé, là, c'est combien, aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer racontent très vite leur généalogie et montrent les liens qu'ils ont avec les autres composantes de la société calédonienne et jouent de ces liens. Il y a eu des grandes cousinades organisées oui, ça se fait beaucoup depuis ces dernières années. Etc., des retrouvailles improbables. Et ça montre bien qu'il y a en gestation l'idée qu'on est à la fois tous parents et tous différents, comme je vous disais dans une exposition à Paris il y a quelque temps. Justement, par rapport à cette question de métissage, est-ce qu'il y a eu dans vos rencontres, dans vos échanges, justement cette incompréhension, ces questions de je ne sais pas où me placer? Est-ce que ça peut être un frein aussi à la cession, à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie? Je pense que la question a été formulée un petit peu différemment, mais plus tragiquement, si on peut dire, enfin plus dramatiquement, c'est-à-dire il faut pas qu'un jour on me reproche de ne pas être kanak, de ne pas être Kaldov. Il ne faut pas que l'histoire de mes origines vienne jouer contre moi et qu'on s'en serve pour ne pas faire valoir mes droits. Hein, et que je ne puisse plus faire valoir mes droits. Et ça, je dois le dire, même à mes amis indépendantistes, il y a un vrai travail à faire pour rassurer les gens qui sont incertains
quant à l'acceptation de leur identité par le dispositif de ceux qui préparent l'indépendance et le oui, ils veulent être absolument rassurés sur cette question, c'est-à-dire être sûrs de pouvoir rester dans le contexte qu'ils auront eux-mêmes accepté. Et à ce moment-là, je crois que les choses sont jouables. Mais c'est vrai que là, reconnaissons-le, c'est pas du métissage, il peut y avoir des réactions de rejet. Alors ça peut être des compétitions économiques, des querelles familiales, tout de terrain, tout ce qu'on voudra, mais il peut y avoir des réactions de rejet, on les entend, on les a déjà entendues, elles prennent quelquefois une tournure raciale tout à fait désagréable, et elles peuvent inquiéter et avoir favorisé par crainte le vote en faveur du non. Et c'est Et comment justement on rassure et on rallie tous ces gens-là à la cause, vous qui êtes justement pro-indépendantiste, comment vous imaginez de rallier toutes ces personnes-là à la cause indépendantiste ? Déjà, en vous voyant, je suis un peu rassuré. On rassure par un emploi diversifié, par un recrutement sur les compétences et pas sur la cousinade. On rassure par... Pas sur la cousinade. Oui, voilà exactement. C'est intéressant. Qu'on rassure sur les procédures de nomination, d'accès à l'emploi, etc. Sur des questions de la vie au quotidien. Les mairies emploient des gens de toute origine, etc. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que les gens ne préfèrent pas décider pour eux-mêmes dans une nation, je ne sais pas comment on l'appellera, calédonienne, enfin peu importe, dans une nation intégrée où tout le monde partagera les mêmes valeurs démocratiques. Et pour ça, depuis ce séjour me fait lier très fortement la décolonisation à la démocratisation. Parce que les décolonisations dans les autres pays auparavant, ça n'a pas débouché sur des démocraties. Et c'est ça qui peut attirer des craintes et qui peut vous priver la Nouvelle-Calédonie de soutien en Europe. Il faut absolument que cette décolonisation soit associé un projet de démocratisation économique et un vrai projet économique qui attire qui permette au pays de développer ses propres richesses indépendamment du 5-5. Alban, merci pour cette ouverture, merci pour votre analyse et puis je vous propose de terminer sur cette image, une image de Victorine Damois qui a photographié cet instant le dimanche 4 novembre où on voit des cavaliers venir du fin fond de la vallée d'Amois pour venir voter. Voilà. Sur cette image, on vous dit une image qui m'a beaucoup plu. Je vous dis bonne soirée. Merci Stéphanie, merci Alban, bon retour en métropole. Merci la technique et merci Prosper pour le script. Merci beaucoup.